Oui, bonsoir. On va commencer le 31, et puis les gens vont arriver au fur et à mesure. Bonsoir à tous et bienvenue à la capsule vers le réel constellation familiale et couple. Supraconscience c'est une plateforme pour transmettre la conscience, ouvrir la conscience, amener des réflexions sur soi, un peu sur ce qui se passe autour de nous, sur nos familles, sur les liens transgénérationnels qu'on a, sur toutes les petites questions qu'on peut avoir, sur l'intuition, sur la créativité, sur plein de choses. Donc, Supraconscience, c'est vraiment une plateforme qui va amener à des réflexions, à des prises de conscience, à plein de choses. Donc, il va y avoir plein de choses qui vont arriver dans le futur, dans Supraconscience. Donc, soyez à l'écoute et soyez attentifs, qui va se passer au fur et à mesure dans le futur. Là, aujourd'hui, on est en présence de Céline, qui va nous faire une super conférence sur la constellation familiale et le couple de Bert Hellinger. Je vais laisser place d'abord à parler avec Karine pour voir comment ça va se passer, cette capsule, et après on laissera parler Céline pour nous entendre et parler de la constellation familiale et le couple. Alors bonsoir tout le monde. Donc moi je suis Karine, la copilote de Supraconscience, et donc bienvenue dans cette capsule vers le réel, constellation familiale et le couple. Vous pouvez poser vos questions dans questions et réponses sur Zoom en bas. Le live est diffusé en même temps sur Facebook et il y aura un replay. Donc dans un premier temps, on va laisser Céline faire sa capsule et puis ensuite vous pourrez vous poser vos questions et puis on y répondra au fur et à mesure. Voilà. Bonsoir Céline. Bonsoir. Et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Alors moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Et puis, je suis très heureuse d'encourager votre projet que je trouve extraordinaire. Voilà. Et voilà, moi, j'ai décidé ce soir de parler du couple. C'est pas un sujet que j'aborde beaucoup. Il m'est beaucoup demandé de parler des prénoms parce que ça touche beaucoup de monde. Mais j'avais envie de parler du couple parce que le couple, c'est la plus grande école en fait. C'est le plus grand collège, le plus grand lycée, la plus grande université que nous puissions avoir dans la vie. Parce que le couple, c'est là où tout se joue. Alors, c'est quoi un couple? Avant qu'on en arrive à discuter un peu du point de vue de Bert Hellinger. Et puis, qui c'est Bert Hellinger? Et puis, qui je suis aussi peut-être un petit peu. Hein. Voilà, moi je suis passionnée de famille, donc le couple en fait partie puisque c'est le couple qui donne la vie, le fameux cadeau. Hein. Et donc nous sommes tous issus d'un couple, même s'il n'a duré que 2 secondes. Vous voyez, c'est dingue, mais c'est comme ça. Alors un couple, c'est trois personnes, c'est 3 entités en fait. C'est 1 plus 1 égale 3. Et donc, ça veut dire quoi, 1 plus 1 égale 3 ? Ça veut dire qu'il y a d'abord une personne qui arrive avec son histoire, avec son vécu, son expérience, ses croyances, son socio-culturel, puisqu'elle va être élevée par une famille, ou elle va être élevée d'ailleurs par, ça peut être un orphelinat, ça peut être les grands-parents, peu importe, mais c'est une famille en tout cas. Elle a son éducation vient de quelque part. Et puis, il y a madame qui va aussi avoir exactement la même chose, va avoir une famille derrière elle, et puis des croyances, une religion, des certitudes, en tout cas beaucoup de certitudes, et puis voilà, puis ces 2-là vont se réunir et va commencer la rencontre magique de qui va gagner. Parce que évidemment, quand on est dans le lit, il y a la famille de monsieur derrière, la famille de madame derrière, et ensemble, ils vont cohabiter. Alors, moi, j'ai tendance à dire que nous devons honorer le fait qu'un homme et une femme sont très différents. Je reviendrai au couple homosexuel, on va dire, hein, puisque maintenant, c'est rentré dans les mœurs, on en parle librement, et c'est vrai qu'ils ont le mariage et que ça fait partie des familles d'aujourd'hui, et que à l'époque où moi j'ai commencé la constellation, c'était pas le cas. Et je vais commencer par le couple hétérosexuel, si vous le voulez bien. Et je vais expliquer que l'homme et la femme n'ont pas le même rôle.
Et en constellation familiale, on ne parle pas des droits. Parce que de fait, hein, nous ne sommes pas égaux et de droit, nous le sommes. Normalement, les hommes et les femmes ont les mêmes droits. Mais de fait, nous ne sommes pas pareils. Moi, je parle de biologie. Quand je parle du rôle de chacun, je ne parle pas d'un rôle égotique, je parle d'un rôle biologique. Je ne suis pas un homme. Et il y a beaucoup de choses qu'un homme sait faire que je ne sais pas faire. Et donc, l'homme va avoir un rôle à jouer, notamment dans la famille, puisqu'il y a le couple. Du couple va naître la famille. Hein. Et puis la femme va avoir son rôle à jouer et ce n'est pas du tout le même rôle. Voilà. Donc, quand un des deux est privé de son rôle, eh bien, ça crée un dysfonctionnement et le couple va avoir beaucoup de difficultés à perdurer. Dans un couple, l'homme et la femme ne se doivent rien, mais rien du tout. C'est deux personnes qui se rencontrent, deux adultes normalement qui se rencontrent, avec leur enfant blessé, bien sûr, et ils vont rejouer la problématique à papa-maman. C'est pour ça d'ailleurs que l'Oedipe non réglé, de toute façon il n'est jamais vraiment réglé, mais un Oedipe souffrant va faire que le couple va se bagarrer beaucoup, parce qu'on va avoir une projection, la femme va projeter son père et l'homme va projeter sa mère. C'est un peu dépensif, mais bon, c'est une réalité que je constate tous les jours. Et donc, voilà, le couple va s'asseoir sur les deux personnes qui sont là, qui vont amener leur histoire, hein, et qui vont amener aussi leur vécu commun. Alors, qu'est-ce qui va poser beaucoup de problèmes dans ce couple ? Eh bien, on pourrait parler des prénoms, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. On en parlera une autre fois. Il y a, par exemple, les histoires au-dessus. Par exemple, lorsque un homme n'a pas eu de père. Et donc, pour lui, être un homme et assumer la fonction d'homme dans le couple, eh bien, c'est très compliqué. Et puis, une femme, donc, quand elle n'a pas eu de père, eh bien, elle a des attentes concernant l'homme, qu'il remplisse un certain rôle, une certaine position, hein, dans le couple. Et évidemment, l'homme ne va pas être capable de remplir ce vide parce que personne ne peut remplacer un père manquant. Et la différence entre un homme et une femme, c'est que l'homme, lui, quand il va pas bien, il va dans sa grotte et puis il règle son problème entre lui et lui. Et puis la femme, elle, elle a une boîte à contentieux qu'elle va ouvrir petit à petit avec des dossiers, vous voyez. Et ça risque de durer un bon moment parce que les dossiers commencent du premier jour jusqu'à la fin de sa vie. Et elle peut ressortir un dossier qui a 50 ans, ça la gêne pas du tout parce que pour elle, c'est toujours vivant. C'est comme si c'était hier. L'homme, lui, il y a longtemps qu'il a oublié parce que l'homme, c'est l'action, la femme, c'est l'émotion. Et donc, ils ne sont pas du tout basés sur le même modèle. Et ça peut vraiment poser un problème parce qu'une femme qui ressort un dossier, oui, des fois, les personnes me disent, mais vous ne vous rendez pas compte ce qu'il m'a fait il y a 20 ans. Il y a 20 ans, depuis le temps, il a changé, c'est plus le même et on pourrait peut-être lui donner un peu de crédit. Voyez. Mais pour la femme, c'est un petit peu compliqué. Et puis, la femme a beaucoup d'attentes parce que nous, les femmes, nous avons été élevées avec les contes de fées. Nous avons les attentes d'avoir un prince charmant qui sent le matin, vous voyez, qui sent bon la menthe, qui arrive avec son catogan, ses cuissardes jusque-là, blanches, brillantes, et qui va nous sauver de tout ce qui se passe dans la vie. Vous voyez, c'est ça que la femme attend, parce que c'est comme ça dans les contes de fées. Moi, je me souviens, La Belle au bois dormant, quand je la regardais, moi, je me ferais bien un petit bisou pareil. Bon, quand j'ai eu mon premier bisou, c'était un peu décevant, vous voyez, c'était pas vraiment comme dans La Belle au bois dormant. Enfin, en tout cas, voilà, la femme, elle a beaucoup d'attentes. L'homme, lui, il est soumis à pression parce qu'il doit remplir ses attentes en permanence. Et donc, déjà, vous voyez, on n'est pas sur le même niveau. Et puis, il y a une histoire de mariage dans le couple. Normalement, on se marie avant d'avoir des enfants. Alors, le mariage, bon, je vais pas vous faire les précédents des autres conférences. Vous irez sur mon YouTube et puis vous les regarderez. Mais pourquoi la boîte à contentieux s'ouvre dès que la femme rencontre l'homme ? Eh bien, c'est parce que la femme, elle sait, en tout cas, si tout va bien, si on veut bien sortir de l'inceste, la femme sait qu'à un moment donné, si elle accepte de se marier avec cet homme, de faire sa vie avec lui, puis après d'avoir une famille, elle va devoir abandonner son nom. Elle croit que c'est son nom, c'est pas son nom, c'est celui du père. Et le nom du père, il va vers le fils. D'ailleurs,
c'est tout le propos de la prière au nom du Père et du Fils. Hein. Le Fils prend le nom du Père, mais la fille, elle prend le nom du mari. Et donc, et c'est comme ça qu'on sort de l'inceste. Bon, voilà, j'en fais pas la pensée. Et donc, du coup, la boîte à contentieux, elle commence à s'ouvrir ce jour-là, parce que c'est injuste. Voyez-vous, l'homme, lui, il change rien. Il change pas de nom, il change pas de famille. Voyez, voilà, il continue son petit bonhomme de chemin. D'ailleurs, il sera jamais enceinte, son corps va pas changer non plus. Voyez, voilà, tout ce que la femme subit tout au long des aléas de sa vie, l'homme va pas les subir. Et donc, on va avoir un petit morceau de contentieux qui va s'installer là, tout au début, et qui va perdurer donc un bon moment. Voilà, donc je disais tout à l'heure que il y a beaucoup de situations qui font que l'homme et la femme sont pas sur la même longueur d'onde, mais qu'il y a aussi des précédents dans la famille qui vont faire que le couple va avoir beaucoup de difficultés. Alors je vous ai dit, c'est quand par exemple l'homme ou la femme n'ont pas eu de père ou n'ont pas eu de mère, ont perdu leur père ou leur mère très jeunes. Et donc ils vont essayer de reconstruire une famille comme ils pourront, mais comme ils n'ont pas reçu, ça va être très compliqué pour eux de mettre en application quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Quand un couple parental est dysfonctionnel, les enfants ont ce couple-là comme exemple, et donc du coup, ils pensent que c'est ça l'amour. Un couple qui s'entretue, qui se déchire, qui peut pas se supporter, qui s'insulte, hein, quand l'homme frappe la femme, etc. L'enfant regarde ça et il dit, ben, c'est mes parents, ils sont ensemble, donc ils s'aiment. Donc le risque, c'est que au moment où l'enfant devient adulte, eh bien, puisqu'il pense que c'est ça l'amour, il va le reproduire. Il y a aussi la difficulté du premier amour. Lorsque, si mon père, par exemple, a eu un premier amour, donc une femme, eh bien, il n'aura pas regardé ma mère comme son premier amour. Le premier amour, c'est le plus important dans notre vie. C'est celui qui va prendre la première place. Et la première place, elle est toujours la plus importante. Le premier couple, il est toujours plus important que les couples qui vont venir après. Et plus on aura de couples dans notre vie, et moins on s'attachera, et moins on lui donnera d'importance, et moins on s'impliquera. Donc celui dans lequel on va s'impliquer en premier, ben, c'est le premier couple. Et ça peut être un couple d'adolescents. Hein. Ça peut avoir lieu pendant l'adolescence. Ça peut avoir lieu même quand on est enfant. Vous savez, ces espèces de premier amour platonique quand on a 7-8 ans et qu'on tombe amoureux comme ça, comme un enfant, et puis qu'il n'y aura pas d'acte sexuel, hein, c'est platonique, mais c'est magnifié. Et ce couple-là, magnifié, eh bien, il se peut qu'à l'adolescence, puis à l'âge adulte, eh ben, celui qui a magnifié ce couple recherche la même chose dans le couple qu'il va former. Les parents seront toujours un exemple, hein, je répète, hein, c'est quand même important de regarder qu'est-ce qu'on a vécu dans sa famille et qu'est-ce qu'on va reproduire par la suite. Des fois, on retrouve même des âges anniversaires où les parents ont divorcé, par exemple, la mère avait, je sais pas, 40 ans, eh bien, la fille arrive à 40 ans et elle divorce aussi de son mari alors que c'était pas prévu. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de signe avant-coureur que ça allait vraiment mal dans le couple. Mais c'est comme une espèce de tension, ça monte et la personne désire divorcer et elle ne sait pas pourquoi. Et lorsque la transe va disparaître, elle va se demander ce qu'elle a fait. Vous voyez, c'est possible ça aussi. Ce qui peut poser aussi problème dans le couple, c'est le couple précédent, donc je l'ai dit, et puis aussi la perte d'enfants. Lorsque il y a une fausse couche ou, pire encore, un avortement. De toute façon, quand le couple avorte, le couple est fini. Hein. Il ne continuera pas. Et s'ils restent ensemble, je ne vous raconte pas la boîte à contentieux de madame. Moi, j'aimerais pas être à la place de monsieur. Parce que, de toute façon, ce que madame a vécu quand elle a avorté, ça ne se raconte pas, ça ne se partage pas, ça ne peut pas se partager. Donc l'homme ne peut pas être mêlé à ça, et donc la femme risque de beaucoup lui en vouloir. Et donc le couple tel qu'il était au moment de l'avortement ne perdurera pas. Et puis de toute façon, j'en vois beaucoup qui suite à ça ne restent pas ensemble, parce que là aussi il y a un contentieux. Mais il y a les fausses couches aussi, qui ne sont pas des avortements, qui sont subies par la femme. C'est-à-dire que la femme, elle a eu un projet sur cet enfant. Alors l'homme aussi, hein.
c'est aussi son enfant à l'homme, hein. Mais ça ne se joue pas, vous le comprenez bien, au même niveau. La femme, elle le porte dans son corps, c'est elle qui va le mettre au monde, elle a une responsabilité vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis de la famille. Et tout d'un coup, l'enfant, surtout le premier, hein, il y a beaucoup maintenant de premiers enfants qui ne restent pas. Et la femme, donc, va perdre cet enfant, elle ne va jamais s'en remettre. Elle ne pourra pas compter sur l'homme pour comprendre ce qui se passe pour elle, parce que lui ne peut pas comprendre. Il se dit, c'est pas grave, on en aura d'autres. Et cette phrase, on en aura d'autres, c'est quelque chose de très, très blessant pour la femme. Et le couple tel qu'il était avant qu'elle ne tombe enceinte est terminé. Et ça va créer de grosses tensions dans le couple, en fait. Surtout lorsque le deuxième enfant va arriver, qui en fait sera le premier des vivants, et que la femme va vivre des tas de traumatismes par rapport à cet enfant. Mais bon, ça, c'est le sujet d'une autre constellation. Il peut y avoir aussi les guerres qui posent problème. Moi, ce que je constate en constellation, c'est souvent les prisonniers de guerre, par exemple, en Allemagne. Pendant qu'ils étaient en 39-40 en Allemagne, ils étaient donc prisonniers de guerre, ils ont disparu pendant 5 ans de la famille. Et 5 ans, c'est long quand on n'a pas la télé et puis que les Allemandes sont si mignonnes et si jolies et que les Allemandes elles-mêmes n'ont plus d'hommes à domicile parce qu'ils sont partis à la guerre. Et ben, il y a eu beaucoup de couples qui se sont formés pendant la guerre, malgré les mythes, hein, qui se racontent. Mon grand-père était prisonnier, le pauvre, il est revenu, il était tout maigre, et puis il était très malheureux, et puis il était complètement désaxé. Oui, c'est vrai, mais il est resté quand même 5 ans en Allemagne, vous voyez. 5 ans d'une vie, c'est beaucoup de temps. Et donc, j'ai trouvé plein de fois des enfants cachés, des grands amours qui se sont déclarés entre une Allemande et un Français. C'était interdit à l'époque, hein, c'était presque une honte. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas non plus la pilule, c'était compliqué. Et puis, voilà, il y a beaucoup d'enfants qui sont nés hors mariage. Ce qui fait que quand l'homme est revenu dans sa famille, il n'était plus disponible de la même manière. Et bien, les descendants vont porter ça, avec une espèce de malédiction sur le couple. Parce que voilà, mon grand-père n'a pas pu réaliser son grand amour parce que c'était une Allemande. Et du coup, moi, je vais m'interdire d'être en couple et d'être heureux. Bon, il y a plein de... Ah oui, il y a une chose aussi très importante, et ce sera la dernière que j'énoncerai pour ce soir. Je répondrai à vos questions après, donc si vous avez des questions, ce sera avec plaisir. La dernière chose, parce que je voudrais passer à quelque chose d'autre, il y a toujours un problème entre le donner et recevoir. C'est une des règles absolues de la constellation familiale. Quand il y a un déséquilibre dans le donner et recevoir, entre l'homme et la femme, ou la femme et l'homme, vous pourrez dans le sens que vous voudrez, le couple est terminé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, puisqu'on ne se doit rien dans le couple, s'il y en a un des deux qui fait des études et que c'est le couple qui paye, voyez, celui qui fait des études a reçu quelque chose de l'autre qui travaille pendant ce temps-là et il ne pourra jamais le rembourser. Parce que même s'il le rembourse en argent, même si l'autre fait des études à son tour, voyez, mais le niveau, comme il aura changé de niveau de social, ça ne peut pas se rembourser. Et donc, ça crée une dette. Et cette dette va miner le couple. De la même manière que dans l'inconscient collectif, si madame gagne plus que monsieur, ça crée un déséquilibre parce que monsieur, du coup, il n'a plus sa place de protecteur du couple. Il est en dessous de madame. Du coup, madame, elle ne peut plus vraiment le regarder comme un homme. Elle le regarde plus comme un petit garçon. Et ça va créer des tas de problèmes, notamment sexuels dans le couple. Et le couple va être terminé. Je ne dis pas qu'on ne peut pas, en partant de ces deux-là qui forment le couple, en construire un autre. Hein. Mais je dis que celui qui était à la base, il n'existe plus. D'ailleurs, souvent, dans un cas comme celui-là, l'homme dort à gauche. Hein, alors que normalement, l'homme dort toujours à droite. Toujours à droite. À droite dans l'armoire, à droite dans la salle de bain, toujours à droite. À droite. Parce que monsieur protège madame. Et donc, madame peut poser sa tête sur l'épaule de monsieur et être en sécurité. S'il y a un décalage dans le donner et recevoir, un des deux ne va plus être en sécurité et ça va poser un vrai problème.
Et ils vont commencer à se chamailler, à se disputer, la libido va baisser et le couple sera en instance de divorce. Dans le donner et recevoir, donc il y a les études, il y a celui qui gagne plus, et puis il y a aussi celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Parce que quand c'est monsieur qui travaille, c'est à peu près accepté dans l'inconscient collectif, puisque c'est lui qui est chargé de protéger sa famille. Mais quand c'est madame qui travaille ou monsieur qui ne travaille pas, alors qu'on est en train de le faire entrer dans les mœurs, de plus en plus pour l'égalité, il y a des hommes qui restent à la maison et qui s'occupent des enfants et qui font ça très bien d'ailleurs, ça ne fonctionne pas. Parce que madame, elle ne peut pas se fier à monsieur. Et donc, ça va créer une espèce de gap, et surtout, ça va créer une dette. Monsieur va se sentir en dette vis-à-vis de madame, mais même quand c'est madame qui reste à la maison et qu'elle s'occupe de la maison, c'est très compliqué. Moi, j'ai accompagné un nombre de fois incroyable des hommes qui disaient « mais ma femme, elle ne fait rien de la journée ». Vous voyez, une femme qui ne fait rien de la journée, ça n'existe pas. Quand elle est à la maison, elle fait beaucoup de choses. Et je suis obligée de commencer à travailler sur l'équilibre de l'argent. Qui donne quoi, pour montrer à monsieur que ce n'est pas vrai. Que si madame travaillait le nombre d'heures qu'elle travaille à la maison, elle serait plus riche que lui. Vous voyez, parce que ça, c'est quand on est à la maison, ça ne s'arrête jamais. Et puis en plus, on fait des économies d'impôts, on fait des économies de garderie d'enfants. Enfin bon, la femme a un salaire qui ne s'appelle pas de ce nom, mais c'est pourtant bien vrai. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le couple est homosexuel ? Les enjeux sont les mêmes. On a deux familles derrière qui poussent fort pour savoir qui va être plus fort que l'autre. Dans un couple homosexuel, on en a un qui est lunaire et l'autre qui est solaire, c'est-à-dire qu'il y en a un qui domine, qui est dominant, un peu comme l'homme est dominant dans le couple hétéro. Et puis, l'histoire des dettes sera exactement la même chose. L'histoire des formations, c'est exactement la même chose. Le couple est construit exactement sur la même base. C'est juste que de savoir qui fait quoi, ça va être plus compliqué. Qui dort à droite, qui fait quoi dans la vie, qui va s'occuper de la sécurité de l'extérieur vers l'intérieur et qui va s'occuper de la sécurité de l'intérieur vers l'intérieur. Et puis, il y a les histoires de grossesse aussi. Est-ce que, par exemple, ces deux femmes, elles vont donner la vie toutes les deux ? Bert Hellinger dit toujours que l'homosexualité féminine n'est pas irréversible, alors que l'homosexualité masculine, elle l'est. Parce qu'en général, pour un homme, vouloir un enfant, c'est pas du tout le même besoin qu'une femme. Ça se base à un autre niveau. Une femme, c'est biologique, elle sent, elle est naturellement faite pour avoir des enfants. Un homme, il est fait pour les faire, les enfants. C'est pas la même chose. Ça ne se situe pas au même niveau. Donc voilà, le couple, c'est une université. Pourquoi ? Bien parce que nous sommes très différents. Nous ne venons pas du même monde, nous ne croyons pas aux mêmes choses et nous allons devoir vivre ensemble. Moi, je dis toujours, un couple, c'est deux personnes qui vont partager une intimité complètement de dingue. On va se connaître toutes les parties les plus intimes, vous voyez. On va partager des trucs de ouf qu'on partagera ni avec ses enfants ni avec ses parents, et pourtant on est deux étrangers. On ne se connaît ni des lèvres ni des dents, vous voyez, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on tombe en amour, c'est la main de Dieu là-haut, la main du grand architecte qui tout d'un coup dit, tiens, ils iraient bien ensemble ces deux-là, vous voyez. Et puis on va se les faire connaître, puis on entend des histoires, comment les gens se sont connus. Avant, il y avait les balles et tout ça, mais aujourd'hui qu'il n'y a plus de balles et puis qu'il n'y a même plus de possibilité de sortir, les gens font des rencontres étranges. Il y avait les amis pour se rencontrer, il y avait, je sais pas, il y avait le macramé ou la peinture ou la photographie, voilà. Bon, là, ça va pour faire couple, ça va. Mythique va ramasser beaucoup de clients, je pense. En tout cas, il y a des histoires incroyables de rencontres parce qu'on se dit, mais puis d'abord, des fois, on regarde les gens ensemble, on se dit, mais comment ils ont fait pour se rencontrer même? Vous voyez, et pourtant, ils s'entendent à merveille, ils ont trouvé un compromis de vie où chacun respecte la croyance de l'autre et on chemine ensemble. Alors, on chemine ensemble, on chemine pas l'un dans l'autre, sauf cas exceptionnel.
Mais sinon, non, on ne chemine pas l'un dans l'autre. Voyez, on est deux humains bien distincts. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va apprendre de l'autre. Parce que l'autre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il a quand même l'art et la manière d'appuyer sur le bouton qui fait mal. Parce que le bouton qui fait pas mal, on s'en rend pas compte. Des fois, on a des compliments de notre conjoint, notre conjointe, qui nous dit qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on est la perle de leur vie, tout ça, trop bien. Mais c'est surtout ce qui va pas qui fait mal et dont on se souvient, pardon. Hein, parce que ce qui va bien, c'est normal. Donc, l'autre révèle ce que nous avons pas travaillé, ce qu'il nous reste à mettre en place. Et il y a 3 phases dans la relation de couple. Hein. La première phase, c'est l'embellie. C'est comme en thérapie, c'est exactement la même chose. Ça marche pareil. D'ailleurs, Florence Foresti, elle a été très forte. Hein. Elle a parlé de ça dans un de ses sketchs. Hein. Elle a appelé ça craquage, soulage, dégage. Hein. Eh ben, bon, j'aurais pas appelé ça comme ça parce que c'est un petit peu rustre, mais c'est pas faux. C'est pas faux. Nous avons d'abord en premier l'embellie. Donc, ça dure pas très longtemps, en fait. Elle est un maximum de 6-9 mois, comme une grossesse, un peu. Hein, où l'autre, mais il a tout ce que je veux, quoi, tout ce que j'aime. Mais il a une voix, il sent bon, il m'offre des fleurs, il est gentil, il est intelligent, il en sait des choses. Enfin bref, tout ce qu'on peut rêver, quoi, le prince charmant. Seulement, au bout d'un moment, on a des attentes, on a des ententes. Et puis moi, je vous parle en tant que femme, hein, parce qu'en tant qu'homme, j'aurais du mal à vous expliquer, mais en tant que femme, c'est clair, hein, j'ai des attentes. Hein, et puis au bout de 7-8 mois, j'attends toujours. Et j'allais siffler là-haut sur la colline, j'ai attendu avec un bouquet d'églantines, et puis j'attends toujours. J'ai une bouquet d'églantines dans les mains, mais le gars, il est carrément pas satisfaisant, quoi. Donc là, on va rentrer dans la phase déception. Et une femme déçue, ça devient une harpie. D'une manière ou d'une autre, elle va quand même faire en sorte que l'homme change. Comme dit Florence Foresti, qu'il devienne un homme Médène. Vous voyez, un homme Médène, vous savez, l'après-rasage, hein, voilà. Qu'il devienne un homme bien sous tout rapport. Et donc, de l'état d'amante, au début, elle va passer à l'état de maman. Voilà. Parce que l'état de maman, c'est un état naturel chez la femme. Elle n'a rien à faire pour ça. Elle est maman de nature. Elle n'est pas sortie du ventre de sa mère. Elle est déjà une maman potentielle. Vous voyez, c'est pour ça qu'elle est élevée. Donc, être maman pour son homme, ce qui est une grave erreur, évidemment, eh ben, elle fait ça de manière naturelle. Puisqu'il ne correspond pas à ses critères, elle va l'éduquer. Donc, elle va commencer par lui expliquer tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple, imaginez une femme qui est très, très maniaque, et l'homme, lui, il n'est pas maniaque du tout. Donc, dans ce modèle du monde, de rentrer avec des bottes qu'il n'a pas nettoyées et qu'il n'a pas essuyées sur le pas de la porte, c'est chez lui. Il rentre, il pose ses bottes, voilà. Oh, Madame arrive, t'as vu, je vais encore devoir nettoyer par terre. Parce que lui, il ne le fera pas. Il n'est pas équipé pour nettoyer par terre, il n'a pas dans les yeux. Voilà, il n'a pas vu qu'il y avait de la boue par terre, c'est pas son truc. Et donc, la femme, elle dit, je vais l'éduquer. Je vais lui apprendre qu'il faut qu'il nettoie ses bottes avant de rentrer, voyez. Puis ensuite, qu'il essuie ses bottes sur le paillasson, voyez. Puis après, si jamais il y a encore de la terre, qu'il passe la serpillière. Ben non, c'est pas possible ça. L'autre peut pas devenir mon autre. Voyez. Ce qui est intéressant, c'est la séparation, c'est la différence. C'est de regarder que l'autre fonctionne pas comme moi. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est enrichissant. Mais de vouloir faire de l'autre mon double, mais ça, c'est mortel, je dirais. Oui. Donc voilà. Donc la phase soulage est une phase qui peut durer fort longtemps, comme dirait notre amie Florence Foresti. Et vraiment, la phase de déception, moi, je crois qu'en fait, la déception vient très rapidement. Le passage à la séparation est plus lent, parce que ça dépend des enjeux. Et puis la dernière phase, donc, c'est dégage. Bon, moi je dirais la dernière phase, justement, moi je suis pas d'accord avec Florence Foresti là-dessus, parce que là arrive le vrai amour. C'est-à-dire que dans les 2 premières phases, j'étais amoureuse, avec des attentes, alors que la dernière phase, il y a la possibilité de basculer dans quelque chose de beaucoup plus profond, avec beaucoup moins d'attentes,
et je passe dans le stade en amour. En français, on n'a pas tellement de mots pour ça. C'est bien dommage. On est amoureux et puis après, on aime. Voilà. Et ben, j'ai envie de vous dire que moi, le travail que je fais avec les couples, c'est de montrer l'amour qui existe. Parce que pour moi, quand il y a même un tout petit peu d'amour comme ça, tout minuscule, je souffle dessus pour que ça renaisse de ses cendres. Pour que ça renaisse de ses cendres, pardon. En plus français, moi, ça va pas. Que ça renaisse de ses cendres. Pourquoi ? Parce que l'amour, c'est rare. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau sur cette terre. C'est ce qui nous meut, c'est ce qui nous habite, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous rend meilleurs. Et comment je sais que j'aime l'autre ? Donc faites attention, je vais vous le dire parce que je vais faire une interrogation après, l'interrogation écrite. Parce que ça, je demande souvent ça en constellation. Comment tu sais que tu l'aimes ? Parce que l'amour, c'est l'art de révéler à l'autre ce qu'il a de meilleur en lui. C'est le Dalai Lama qui disait, alors, faut que je me souvienne de ce que je vais vous dire après, le Dalai Lama disait, quand on veut changer l'autre parce que ce qu'il est nous dérange, ça, c'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'ego. Mais quand on veut changer l'autre parce qu'il souffre dans ce qu'il est, et peut-être en parler avec lui pour l'amener à se transformer, ça, c'est de l'amour, parce que je ne le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Vous voyez ? Et ça, c'est pas du tout la même chose. Et j'ai oublié ce que j'allais vous dire après. Je le savais. J'aurais dû le dire tout de suite. Voilà. Donc, l'amour, c'est vraiment... Ah oui, c'est ça. Donc, l'amour n'a pas forcément à voir quelque chose avec le couple. Hein. Quand je vous parle de cet amour de la troisième phase, c'est parce que cet amour-là, c'est ce qui va permettre au couple, tout d'un coup, de devenir un couple divin, de devenir un couple qui s'aime, un couple qui s'accepte. C'est-à-dire que les deux membres de ce couple n'ont plus d'attente. Ce qu'est l'autre est bien. Je ne veux pas le changer, je ne veux pas le transformer, et je ne prends rien personnellement dans le sein de ce couple. C'est-à-dire que au moment où la personne me dit, bah tu sais, j'aime pas quand t'es coiffé comme ça, je ne le prends pas personnellement. Il a tout à fait le droit de pas aimer ma coupe de cheveux. C'est un truc débile, hein, pas aimer sa coupe de cheveux, mais ça existe. Tout d'un coup, hein, je la regarde, j'aime pas les cheveux courts, elle s'est coupée les cheveux, merde, elle n'est pas pareille. Bon, il va s'adapter. Mais je ne vais pas me blesser parce que j'ai eu envie de me couper les cheveux. Mais dans un couple qui s'aime, dans la troisième phase, ça n'a plus d'importance, ce genre de choses, parce qu'on est passé à un autre octave. Mais, que ce soit dans la première phase, dans la deuxième phase ou dans la troisième phase, on peut aimer infiniment quelqu'un et pas pouvoir vivre avec. Comme on peut vivre avec quelqu'un jusqu'à la fin de ses jours et pas l'aimer. Vous voyez ? L'amour, c'est un cadeau, c'est un don, c'est pas une obligation. Et le couple, c'est un cadeau, c'est pas non plus une obligation. Rencontrer l'autre et avoir envie de faire un bout de chemin avec, waouh, ça relève du miracle. Donc, on peut aimer infiniment quelqu'un, ne pas pouvoir vivre avec, aimer infiniment quelqu'un et pouvoir vivre avec, et ça, c'est la grâce. Voilà, donc, être en couple, c'est aussi une image sociale. Il y a aussi une image sociale derrière. Et je ne vous parle toujours pas du mariage. Si vous regardez comment nous avons été élevés et comment... et si vous regardez... Parce qu'avec le confinement, bon, j'ai quand même beaucoup regardé la télé, hein, je ne la regardais jamais. Avec le confinement, j'étais un peu confinée, donc bon... un peu de liens sociaux avec les autres, et à travers la télé, ça faisait du bien. Donc j'ai fini par regarder un peu la télé. J'ai été un peu choquée de ce que j'y ai vu parce que les mœurs ont carrément changé, vous voyez, il faut que je rattrape le temps perdu. Mais si vous regardez la télévision, qui est notre image socioculturelle, c'est-à-dire ce qui nous habite, ce qui nous constitue, ce qui nous a permis de nous élever dans la société et d'accepter les mœurs, les us et coutumes, eh bien, le couple est mis en avant en permanence. Vous voyez, Le Bon Coin, ils vendent une cafetière, c'est en couple. C'est un couple homosexuel, mais c'est un couple quand même. Et c'est un couple surtout. Enfin, bon, bref, j'aimerais pas qu'on me fasse dire ce que j'ai pas dit. Je sais pas, moi, on veut acheter une maison, et vous avez vu personne qui achète une maison tout seul. Ils achètent une maison en couple, voire même avec des enfants. Vous voyez, le couple est omniprésent.
parce que c'est du couple que sont issus les enfants, évidemment, et que nous avons toujours pour objectif de nous perpétuer, hein, pas l'oublier, c'est quand même ça le premier projet du couple. Mais un couple qui ne veut pas d'enfants, par exemple, et aujourd'hui c'est son strict droit, ça va être compliqué pour lui dans la société. Parce que dans l'inconscient collectif, faire des enfants, c'est toujours très important. Et c'est toujours un projet sens pour le couple. D'ailleurs, Bert Hellinger le dit très bien, il dit que quand il y en a un des deux qui veut un enfant et l'autre pas, il faut se séparer. Parce que donner la vie est plus important que le couple. Alors, je ne sais pas si je suis entièrement d'accord avec ça, mais ce que je sais, c'est que quand dans un couple, il y en a un des deux qui veut un enfant et que l'autre pas, ça crée vraiment de très, très, très grosses tensions au sein du couple. Il y a de vraies difficultés pour qu'ils s'entendent. Même si, même si aujourd'hui nous avons le choix, on a la pilule et on a le droit de décider de ne pas vouloir d'enfant. Excusez-moi, je vais juste boire un peu. Bon, alors est-ce qu'on a des questions ? On en a une qui était par rapport au fait de dormir à droite ou à gauche. Enfin, c'était en fait la question, bonsoir, la droite par rapport à quoi, devant ou dans le lit? Ah oui, on me pose toujours cette question, c'est drôle. Ben, c'est par rapport à moi. C'est dans le lit donc. C'est pas devant le lit. C'est pas sur le lit non plus. Hein. C'est à ma droite dans le lit. Pourquoi ? Ben parce que du coup, mon homme aura la main droite libre pour pouvoir me protéger. Et normalement, il faudrait que cette droite-là soit à côté ou face à la porte. Pour que l'homme, s'il y a un danger, puisse sortir du lit très vite et prendre la défense de sa famille. Voilà. Mais on me demande toujours ça. Oui, c'est à droite, c'est à ma droite. C'est pour ça que quand je dis à droite dans le lit, ben quand je suis couchée, à droite, il doit y avoir mon homme. Sinon, c'est moi qui deviens l'homme et je le regarde comme un petit garçon qui ne prend pas ses responsabilités. D'accord. On a une deuxième question qui est: que pensez-vous de la notion de couple sacré ? Tous les couples sont sacrés, non ? C'est quoi un couple sacré ? C'est dommage que je n'ai pas la personne en face de moi. J'aurais aimé savoir ce qu'elle voulait dire par là. Je ne sais pas. Pour moi, le couple est tellement un miracle. Le couple est tellement un miracle. Voilà. Quand je vois le nombre de personnes qui sont seules, qui voudraient être en couple, qui voudraient partager, échanger, etc. Et que c'est pas possible parce qu'ils sont tout seuls. Et que tout d'un coup, deux personnes se rencontrent et qu'elles s'aiment et que c'est possible. Bah pour moi, c'est ça le couple sacré. Mais je suppose que c'est pas de ça dont me parle la personne. Non, c'est possible que ce soit par rapport aux notions en ce moment de féminin sacré, masculin sacré, et du coup couple sacré. Il y a eu beaucoup les flammes jumelles, ce genre de choses peut-être. C'est une possibilité. En tout cas, si la personne souhaite reposer sa question, voilà, ça serait top. Le féminin sacré, déjà, j'ai déjà un problème avec cette notion parce que je vois pas trop comment ça s'inscrit dans la nature. La femme est une femme, elle a son rôle à y jouer, elle doit pas lâcher l'affaire, elle doit pas renoncer à ses droits. Mais elle n'est pas un homme. Alors, qu'est-ce que c'est que le féminin sacré à part d'être une druidesse ou une sœur dans un couvent, où pour moi, ce sont des femmes sacrées parce que elles ont consacré leur vie à des choses qui sont plus grandes qu'elles et souvent elles sont seules et elles n'ont pas de conjoint, n'ont pas d'enfants et pourtant elles se consacrent à l'amour inconditionnel. Je vois pas en quoi je serais une femme sacrée. Je suis une sacrée femme, ça c'est sûr. Mais une femme sacrée, je trouve pas ça flatteur en fait. Non.
D'accord. Alors ça y est, on a des questions qui arrivent. Moi, j'aime beaucoup les questions. Moi, je trouve que cette conférence, elle est à vous. Donc, si vous me posez des questions, on va pouvoir échanger sur des choses auxquelles j'aurais peut-être même pas pensé. Ah bah, là, il y en a pas mal. Bonsoir, comment peut évoluer un couple homosexuel dont l'enfant ne peut être physiquement l'union des deux parents? Il peut pas. De toute façon, c'est pas l'enfant qui fait évoluer le couple. Hein. L'enfant fait pas évoluer le couple, mais l'enfant va être une dette. Parce que quand l'homme donne sa semence et que la femme l'accueille, parce que c'est quand même le rôle de la femme, approche, tac, c'est fait. 9 mois, trop bien. Hein, elle appelle la femme, elle appelle. Là, il n'y a pas d'appel. Il y a l'appel d'un homme qui a donné sa semence, qu'on ne connaît ni des lèvres ni des dents, ou des fois on le connaît d'ailleurs. Il y a de plus en plus de bébés à la petite cuillère. Hein, voilà, bon. Mais du coup, celle qui a porté l'enfant, c'est son enfant. Et ce ne sera jamais l'enfant de l'autre. Et on peut toujours faire comme si. Vous voyez, c'est à un moment donné, le comme si a ses limites. Hein. Donc, moi, on n'a pas assez de recul par rapport à ça. C'est un sujet qui est extrêmement délicat, je le reconnais. Pour en parler dans une conférence, peut-être que c'est trop délicat. Voilà. Mais j'aurais beaucoup de plaisir à répondre à cette personne si elle le veut en aparté. Alors, il y a une autre question. Bonsoir, est-ce que vous allez reparler plus tard de l'avortement et de la fausse couche, son impact sur le couple? Je n'ai pas tout compris d'avance. J'aime bien quand on vient me chercher juste là où je pensais que c'était passé à la trappe. Vous voyez, c'est toujours l'avortement, c'est un choix de ne pas garder l'enfant. Donc la femme se sent victime de devoir porter un enfant qui n'a pas été un choix. Il y a donc un contentieux qui s'installe vis-à-vis de l'homme, et en plus c'est elle qui va devoir prendre la décision de ne pas garder l'enfant. Elle va donc commettre un acte irréparable, dont elle ne se remettra jamais. Elle s'en voudra toute sa vie d'avoir dû avorter cet enfant et d'avoir dû faire le choix, parce que c'est son corps. Tandis que la fausse couche, la femme voulait cet enfant. Et c'est l'enfant qui décide de ne pas rester. Et donc, il y a de la culpabilité derrière, il y a de la victimite derrière, il y a mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi l'enfant n'est pas resté? Et puis surtout, si c'est un premier, par exemple, eh bien, on ne sait pas si on va en avoir d'autres. Donc, ce que subit la femme dans sa bulle de souffrance, que ce soit en victimite ou en coupable, l'homme, lui, il est en dehors de cette capsule. Vous voyez? Il n'y est pas dedans. Donc, lui, il continue de vivre totalement normalement, alors que la femme, elle aurait besoin qu'il pleure avec elle, qu'il soit de tout cœur avec elle, ou voire un petit peu empathique, vous voyez, un petit peu, quoi. Mais l'homme n'est pas équipé pour ça. Lui, il est occupé pour être dans l'action. Et quand un homme a des grosses souffrances, il faut vraiment que ce soit énorme, comme de perdre un enfant, par exemple, pour que tout d'un coup, il s'autorise à pleurer. Bon, quand il a fait un peu de chemin spirituel, un peu de travail sur lui, l'homme lâche un peu l'affaire. Hein. Mais au début, il est programmé pour être en action. Il n'est pas programmé pour être dans l'émotion. Et en tout cas, pas des émotions d'apitoiement sur soi-même. Mais au début, la femme, elle a besoin de s'apitoyer sur elle-même. Et l'homme ne le supporte pas parce qu'il est confronté à son impuissance de pouvoir faire quelque chose pour sa compagne. Ça va créer un très gros malaise. Et ça va s'inscrire à l'intérieur de l'homme. Ce qui va s'inscrire dans la femme, c'est décidément, je suis toute seule. Et ce qui va s'inscrire dans l'homme, c'est décidément, je suis nulle. Et la relation, à partir de ce moment-là, elle va basculer dans des contentieux. Voilà. J'espère que j'ai répondu à cette dame, ou à ce monsieur d'ailleurs, je ne sais pas. C'était une dame. C'était une dame. Alors, la question, c'est comment
quitter un couple si au cours de la vie du couple, les positions dans le lit changent? Eh bien, le couple est fini depuis longtemps. Sauf si l'homme reprend sa place à droite. Et tout d'un coup, la femme accepte de s'en remettre à son homme. Ça veut dire qu'il y a un nouveau départ dans le couple et ça me réjouit. Il y a une exception, hein, j'en parle jamais, mais puisque je suis en conférence, je vais le faire. Il y a une exception qui permet à la femme de dormir à droite. C'est quand la femme a eu un destin plus difficile que l'homme. Et que donc, elle ne peut pas s'en remettre à l'homme parce qu'elle est tellement blessée qu'il faut qu'elle assure sa propre sécurité. C'est la seule exception. Qu'est-ce que c'est un destin difficile? Je sais pas moi, c'est d'avoir été violée ou d'avoir été abandonnée ou d'avoir été adoptée ou d'avoir été battue toute son enfance. Je sais pas, toutes les ignominies qui peuvent exister dans l'existence. La guerre, l'exode, voilà, et que l'homme, lui, n'a rien vécu de tout ça. Donc à ce moment-là, encore que j'ai du mal à comprendre comment ce serait possible que deux êtres qui soient si différents puissent se rencontrer. Parce que normalement, quand on regarde deux arbres qui se sont rencontrés, il y a la même problématique à guérir, puisque l'autre est mon miroir. Hein. Donc il faut forcément qu'il y ait quelque chose de commun dans ce qu'il y a à aborder dans notre vie. Mais ça existe que la femme a eu un destin plus difficile que l'homme. Et dans ces cas-là, elle ne peut pas compter sur l'homme pour sa sécurité. Concernant le nom de famille que la femme prend après le mariage, il y a des pays où cela n'existe pas, comme la Belgique ou l'Italie. Avez-vous éventuellement exploré cela ou bien vous vous concentrez principalement sur la France? Qu'en pensez-vous? Alors, non, moi je me suis beaucoup intéressée aux pays qui n'ont pas plus de respect pour la femme d'ailleurs. Hein. C'est pas quand on regarde l'Argentine, je prends l'Argentine par exemple, parce que ou l'Espagne. La place de la femme en Espagne, elle est pas plus enviable que la nôtre en France. Hein, c'est pas ça le problème. Mais j'ai tendance à dire que nous en France, on n'a pas eu de dictateur. On a eu Pétain un temps très court. Voilà. Et autrement, nous sommes un pays démocratique où l'équilibre entre l'homme et la femme est à peu près respecté. À peu près, bien sûr. Si on écoute les infos, pas du tout. Hein, bon. Mais moi, je constate dans mon travail que c'est pas à ce niveau-là que ça se situe. Et puis, encore une fois, l'histoire du nom de famille, c'est pour sortir de l'inceste. C'est pour ça que le mariage a été conçu. Et je vous invite à aller regarder ma conférence sur les prénoms. Et j'en donne d'ailleurs une autre la semaine prochaine, si ça vous intéresse. Et donc, vous pouvez vous inscrire et je parlerai donc très largement du nom de famille et qu'est-ce que c'est que le mariage et c'est pourquoi faire le mariage. Parce que le mariage n'a pas vraiment un intérêt pour le couple. Il a un intérêt pour le couple qu'à partir du moment où on décide de fonder une famille et de concrétiser notre amour, beau, et du coup, la femme quitte son père, puisqu'elle change de nom, et le fils accepte qu'une autre femme que sa mère porte son nom, et donc du coup, il sort aussi de l'inceste. Mais il y a beaucoup, beaucoup de pays où l'inceste est vraiment très présent et où la femme garde son nom. Et puis surtout, il y a eu beaucoup de dictateurs, et quand on regarde les pays d'Amérique du Sud, ça craint. Entre la violence, entre la hiérarchie qui n'est pas respectée, la femme qui n'y a pas sa place, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que c'est pas parce que la femme change de nom qu'elle n'a pas sa place, mais elle reste dans sa famille tout en épousant une autre. C'est très étrange, c'est assez schizophrénique. Et pour sortir de là, on n'a trouvé que le changement de nom. Voilà. Alors, je me souviens d'une conférence que j'avais donnée à Strasbourg il y a longtemps, il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'était une conférence qui était très houleuse, où je parlais justement de la place de l'homme, de la place de la femme et de l'homme dans le couple. Ça n'avait pas plu à certains. Et alors, il y a un jeune homme qui s'est levé, il devait avoir une vingtaine d'années. Si un jour il regarde cette conférence, peut-être qu'il se souviendra. Il m'a dit, mais moi, je ne comprends pas, je me marie dans 3 jours et je vais prendre le nom de ma femme. Alors, il était assis à gauche de sa femme, dans la salle, déjà, bon. Et il dit, moi, je ne vois pas où est le problème de prendre le nom de ma femme. Ah j'ai dit, non, moi non plus, vous pouvez le prendre. Je ne dis pas ce qu'il ne faut pas faire.
Je vous dis ce qu'il faudrait mieux faire. Voilà, c'est pas un ordre que je vous donne, c'est un conseil. Si vous voulez que votre couple fonctionne, eh bien, il faut respecter la première femme de votre mari si c'est un deuxième mariage. Il faut honorer les enfants qu'il a eus avec une autre femme si c'est un deuxième mariage. Il faut reconnaître que vous êtes la deuxième si c'est un deuxième mariage. Ça s'appelle la hiérarchie. Il faut pas il faut pas écraser votre mari avec votre argent parce que si vous gagnez plus, ben l'autre, vous le castrez, voilà. Mais c'est un conseil que je vous donne. Ce sont des conseils de bon couple, voyez. Après, vous ferez comme vous voudrez. Si votre situation financière est meilleure que celle de votre conjoint, je ne vois pas pourquoi vous allez abandonner votre argent pour que votre couple perdure. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Mais il a donc bien pris le nom de sa compagne, il me l'a écrit après. Hein. Mais ce jeune homme n'avait ni père ni mère, il était orphelin. Et donc, il pensait que comme il était orphelin et qu'il avait été mis à la DAS et qu'il avait été nommé par une sœur, hein, donc il n'avait pas de nom de famille, eh bien, en récupérant le nom de famille de sa femme, eh ben, il aurait une vraie famille. Je n'ai pas eu de nouvelles de ce jeune homme, bien sûr, qui était très en colère contre moi, mais je me permets d'en douter. Prendre le nom de sa femme, c'est un petit garçon qui fait ça. C'est le petit garçon qui a le même nom que sa mère, mais pas le conjoint. Et dans le cadre parce qu'il y a des femmes aussi qui gardent leur nom tout en prenant le nom du mari, donc il y a les deux noms. Est-ce que ça rééquilibre ou ça change rien? Ah non. Ça veut dire que l'homme que j'ai épousé, bon tant pis, hein. L'homme que j'ai épousé est une demi-portion. Mon papa, c'est quand même le plus beau de la terre. Je ne vais pas abandonner complètement son nom. Vous voyez, quand je regarde mon papa, qu'il est beau, je craque. Quand je serai grande, je me marierai avec lui, je ferai beaucoup d'enfants avec lui. Mon papa, je l'aime. Voilà. Voilà. Et il n'y aura jamais aucun homme qui prendra sa place dans mon cœur. Mais comme j'ai quand même envie de me marier, parce que bon, quand même, j'ai envie d'avoir des enfants, une famille, une voiture, une maison, un chien, un chat, un canari, je vais quand même épouser un homme. Donc, je prends celui-là et je lui dis, oui, mais je t'épouse que pour une demi. Tu vois, voilà. Et je vous dis pas une demi quoi, hein, parce que je suis en conférence, je suis quand même polie. Mais voilà, c'est une demi-portion. Mon papa, c'est le premier, toi, tu es le deuxième, et c'est la place que tu occupes. Et puis, une fois que tu m'auras fait 2 enfants, on se quittera, bons amis. Parce que comme ça, ce ne sera pas compliqué pour retrouver mon nom de famille, tout ça, voilà. Donc, non, c'est pas mieux. C'est pareil, en fait. L'intention est toujours pas de donner la place à mon homme. Puisque c'est ça mon rôle, c'est d'accepter que mon homme me nomme, me renomme. Ben voilà. Mais bon, on va arriver de plus en plus à ça. Hein. Pourquoi pas? Mais imaginez, vos enfants. Non, parce que quand même, l'absurde de ça. Mais on fait que de l'amour. Hein. C'est tout ce qu'on fait, c'est par amour. Hein. C'est ça qui est dingue. Hein. C'est que ça part d'une bonne intention. Bon. Mon fils, ma bataille. Hein. Bon, il a les 2 noms parce que mon mari il est d'accord. Donc moi je porte les 2 noms, mon fils porte les 2 noms. Donc mon fils, il est pour moitié mon propre père et la moitié son père. Il n'y a pas une erreur là de casting? Et puisque moi j'ai gardé la moitié du nom de mon père, enfin j'ai gardé le nom de mon père, donc pour la moitié je m'appelle Madame Dupont-Durand, hein, et ben mon fils il va s'appeler Dupont-Durand, donc du coup c'est le nom d'abord de mon père, ensuite le nom de son père. Allô quoi? Il y a un problème, et même si c'est dans l'autre sens, même si c'est Durand-Dupont, il y a toujours le nom de mon père qui est associé à mon fils. Vous voyez, c'est ça l'inceste. C'est pour ça que c'est pas possible. Ah, si vous voulez garder votre nom, mesdames, ne vous mariez pas. Et laissez les hommes reconnaître leur fils. Voilà. C'est aussi simple que ça. Personne ne vous oblige à vous marier. Le mariage, à ce jour, a été conçu pour sortir de l'inceste. Pas pour la robe meringue. Non, pas pour la robe meringue. Encore que moi, j'ai beaucoup aimé ma robe meringue. Mais bon, ça, c'est autre chose. On a par rapport à le couple sacré, donc la question, le couple sacré dans une notion évolutive, dans le sens où le couple peut évoluer au gré de notre évolution personnelle.
Je suis vraiment désolée, hein, mais j'ai rien compris. J'ai essayé, hein, je vois pas, je vois pas l'intérêt. Je comprends pas. Je pense que c'est par rapport à si les personnes travaillent sur elles peut-être et donc évoluent. Est-ce que le couple va évoluer aussi? C'est sûr. Mais ça, là-dessus, ça y est, j'ai compris la question. Mais c'est ce que j'ai dit au début. J'ai parlé de l'amour qui vient dans le couple. Soit le couple est terminé, soit il va basculer dans de l'amour, et cet amour-là va devenir un amour absolu. Il n'y aura plus de remise en question par rapport à l'amour que je peux ressentir pour l'autre. Je n'aurai plus d'attente. Je n'aurai plus envie qu'ils soient mon papa ou ma maman. C'est terminé, ça. L'autre est un autre, et tel qu'il est, c'est celui-là que j'ai épousé. Parce qu'il est celui qui m'est destiné. Pour faire le travail, bien sûr. Parce qu'on est bien, je vous l'ai dit, hein, on est dans une université, dans un collège, dans une école. Hein. On apprend tous les jours avec l'autre. Et même après 30 ans de mariage ou 40 ans de mariage, l'autre peut encore trouver une faille qu'on n'avait pas vue jusque-là. C'est du boulot, le couple. Hein. C'est pas du tout... c'est pas une évidence. Hein. C'est du travail. Il y a une autre question. Bonsoir Céline. Ma compagne et moi sommes très amoureux. Je dors à sa droite. Tout va bien. Mais pour une raison qu'elle ignore, au milieu de la nuit, quelque chose l'empêche de rester dans le lit commun. Et il faut qu'elle aille quelque temps dormir seule dans une autre chambre. Puis elle revient le matin. Ça peut venir de quoi? Ah ben ça peut venir de traumatisme de l'enfance, ça peut venir d'Uranus sur sa lune, ça peut venir Mais pour moi, c'est lié à un secret, c'est quelque chose qu'elle a vécu et soit elle l'a en conscience, soit elle l'a pas en conscience. Mais parce que le sommeil, c'est le moment où on est le plus vulnérable. C'est pour ça qu'on a besoin que l'homme soit à droite. C'est parce que quand mon homme me prend dans ses bras pour m'endormir, je sais que je suis en sécurité, il ne va rien m'arriver. Il est là pour moi. Et en tant que femme, je parle évidemment. Et en tant qu'homme, ma sécurité, c'est de mettre ma compagne en sécurité, puisque c'est pour ça que je suis un homme. Et donc, il y a une espèce d'osmose qui se passe à ce moment-là, où l'un et l'autre vont pouvoir se relâcher. Ben, s'il y en a un des deux qui ne peut pas se relâcher, c'est qu'au moment de dormir, il y a l'inconscient qui fonctionne et qui fait qu'on se réveille et c'est plus possible. Mais ça, je ne sais pas ce qu'elle a, cette jeune dame. Ça n'a probablement rien à voir avec ce monsieur. Hein. Et ça demanderait probablement un travail personnel. Alors, vous parliez des hommes qui sont restés prisonniers 5 longues années en Allemagne. Ils peuvent avoir rencontré un amour, peut-être eu des enfants. Y a-t-il un moyen de le savoir pour les enfants de cet homme? Beaucoup d'hommes ont divorcé pendant la Seconde Guerre mondiale et ces hommes pouvaient-ils, entre guillemets, voir, rencontrer l'amour malgré la rupture avec leur première femme en France? Il m'en manquait un bout, mais il n'y a pas eu tant de divorces parce que le divorce à l'époque n'était pas commun. Donc il y a eu des divorces, mais pas tant que ça. Déjà pour commencer. C'était quoi la question? Alors à part le divorce, c'était quoi? Pardon? S'il est resté prisonnier 5 longues années en Allemagne et qu'ils peuvent avoir rencontré un amour et peut-être eu des enfants, y a-t-il un moyen de le savoir pour les enfants de cet homme? Ah, alors stop. En constellation. En constellation familiale, ça émerge. Ça se voit tout de suite. Puis bon, il y a aussi moyen à travers le destin de la personne qui vient nous voir. La fille de cet homme, par exemple, elle va avoir des séquelles dans sa vie. Elle va pas pouvoir travailler dans ce qu'elle aime ou gagner sa vie normalement ou vivre des couples qui vont perdurer. Elle va sans arrêt vivre les mêmes genres de relations toxiques. Elle va pas pouvoir garder ou gagner de l'argent. Elle va pas pouvoir peut-être avoir d'enfants elle-même. Enfin, il y a des tas de symptômes qui sont là
qui nous indique qu'il y a un mammouth sous gravier. Et donc, c'est en constellation familiale qu'on va pouvoir faire émerger le problème. Et la deuxième partie de la question, c'était ? Beaucoup d'hommes ont divorcé pendant la Seconde Guerre mondiale et ces hommes pouvaient-ils voir rencontrer l'amour malgré la rupture avec la première femme en France ? Ben, ça dépend. S'ils respectent cette première femme, oui. S'ils ne la respectent pas, non. La première est toujours la première. Ça ne plaît pas à la deuxième. Elle voudrait bien éliminer la première. Mais ce n'est pas possible. Tu es ma première femme, tu as la première place dans mon cœur. Toi, tu es la deuxième femme, tu as la deuxième place dans mon cœur. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question d'hiérarchie. Elle était là avant toi. Alors, on revient aussi sur le nom. Ça, c'est... la femme doit prendre le nom de l'homme. En cas de divorce, le mari peut lui reprendre son nom. C'est horrible car la femme revient au nom de son père. Exactement. Bah, c'est une bonne raison pour rechercher un époux. Ça va la pousser de nouveau à vouloir sortir de l'inceste et à trouver un autre homme. Mais effectivement, la loi a changé. Avant, la femme décidait si elle gardait le nom ou pas. Aujourd'hui, c'est Sarkozy, je crois, qui a mis ça en place. L'homme a le droit de dire qu'il ne veut pas que sa femme garde le nom. Ça fait partie du processus de divorce. Mais la femme, pour des raisons X, Y, peut quand même demander à le garder. Peut demander, c'est pas toujours accepté par le juge, normalement, et notamment pour des raisons professionnelles. Voilà. Après... c'est un problème quand on divorce. De toute façon, le divorce est un problème. Alors, c'est normal que ça commence avec le nom. C'est rendre à l'autre ce qui est à lui. Et la seule chose que l'homme a, c'est son nom. Donc, qu'il le reprenne, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Sinon, imaginez, il se marie 3 ou 4 fois. Il a 4 femmes qui portent son nom sur cette terre, comme sa mère. Hein. Donc, non. Il peut dire non, moi je ne veux pas qu'il y ait une autre femme qui porte le nom de ma mère, sauf ma femme actuelle. C'est son droit. Après, il y a des juges qui entendent la demande de la femme, puis il y en a qui ne l'entendent pas et qui obligent la femme à changer de nom. Quel est l'avenir pour le couple lorsqu'il y a adultère ? Ça dépend comment on s'aime. Parce que l'adultère, il ne vient pas tout seul, l'adultère. Bon, il y a des gens qui sont malades, qui ont besoin de se rassurer en ayant multiples relations, comme ils auraient multiples chocolats, ou multiples films et Netflix, ou multiples... voilà, c'est une addiction. Mais si ce n'est pas une addiction, hein, que c'est en réaction avec ce qui se passe dans la vie de la personne dans l'instant, la personne qui va voir ailleurs, elle n'est pas toute seule. Il y a sa conjointe aussi qui y est pour quelque chose. C'est que le couple vit une crise et ça vaut la peine d'aller regarder quelle est cette crise pour ressortir de là grandi. Mais c'est sûr que quand il y en a un qui se sent trompé par l'autre, le couple qui était là avant est fini. Il va falloir qu'il reparte sur de nouvelles bases. Mais celui qui a trompé et celui qui a découvert qu'il était trompé, ben, bonjour le contentieux. Hein. Moi, je vous souhaite bonne chance. Voilà. Je ne pense pas que ce soit impossible, hein, mais je pense que ça nourrit sacrément la boîte à contentieux. Je voulais rebondir sur cette question-là, Céline, sur l'adultère. Est-ce qu'il est nécessaire de le dire au conjoint ? Non. On ne se dit pas tout entre conjoints. On a son jardin secret, heureusement d'ailleurs. L'autre n'a pas besoin de tout connaître de moi. C'est les parents qui dans l'idéal des parents, c'est comme ça. Mais dans le couple, c'est bien d'avoir son mystère. C'est bien. Moi, j'anime des stages de femmes. Je leur dis aux femmes, mais votre homme, donnez-lui envie. Au bout de 25 ans de mariage, s'il n'y a plus de mystère, il n'y a plus rien à découvrir. Et c'est dommage. Le couple, c'est une aventure. C'est Indiana Jones.
Il faudrait pouvoir de temps en temps avoir affaire au serpent, puis avoir affaire au scarabée, puis avoir affaire à la couronne en or qu'on découvre dans la grotte, là, je sais pas, mais il faudrait pouvoir monter à la liane, et youhou, voilà, et puis on sait pas où on va. Je sais pas, il y a c'est le couple, moi j'ai toujours, mais merde, amusez-vous, quoi. Il n'y a rien de sérieux, c'est du jeu, JEU et du jeu JE, quoi. C'est une allégorie, c'est génial, le couple. J'ai eu une petite aventure, ça faisait 25 ans que je n'avais pas pris la liane et puis que je n'étais pas rentrée dans les scarabées, les serpents. Il y en a une qui m'a fait tss, voilà, j'ai craqué. Ma femme, si je lui ai rien enlevé, elle n'a pas besoin de savoir. Maintenant, si elle a découvert, parce que les femmes, elles ont le nez comme ça, hein. Et puis le téléphone portable, en général, messieurs, enlevez vos messages. Si la femme le découvre, là, il va falloir régler le problème. Parce qu'il y en a un vrai problème, là, pour le coup. Il y a une trahison, il va y avoir un manque de confiance, la femme va se sentir bafouée et puis elle va avoir très peur. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'inconscient collectif, les femmes, l'inconscient collectif des femmes, quand elles étaient rejetées par les hommes, elles mouraient. Hein. Et elles mouraient principalement de honte. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les hommes, c'est eux qui avaient les bourses. Hein. Pas seulement celles du bas, mais aussi qui avaient le compte en banque. Une femme n'avait pas le droit d'avoir un compte en banque. Une femme n'avait pas le droit de travailler. Elle ne travaillait que si elle avait l'autorisation de son homme. Elle faisait partie du patrimoine de l'homme. Donc, une femme, dans son inconscient collectif, être trompée ou être larguée, ça veut dire que l'autre a quelque chose que je n'ai pas, il va partir, il va me laisser et je vais mourir. Ça n'a pas de sens. Hein. On sait très bien aujourd'hui qu'une femme elle est totalement capable de s'assumer. Mais nous sommes encore habités par des vieilles mémoires, notamment de la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-arrière-grand-mère, qui vit à travers moi et qui me dit « Ouh, Céline, ne le laisse pas partir. Toute seule, tu n'y arriveras pas. » Pourquoi je gagne mieux ma vie que lui? Non. Dans la société actuelle, être une femme seule, pas bien. Donc c'est ça l'enjeu. Hein. Et à partir du moment où la femme rentre dans la peur qu'il s'en aille, elle n'est plus la même. Et vice-versa, évidemment. L'homme aussi peut avoir cette peur. Mais ce n'est pas une peur d'être tout seul. C'est son orgueil qui en prend un coup. C'est son ego. Il se sent impuissant, il se sent nul. Pas assez bien pour que sa femme le trompe, en tout cas. Et dans le cadre d'une femme qui accepte d'être la maîtresse d'un homme marié? Vous m'en voulez ce soir, ou comment je veux dire, parce que ça va rester tout ça. Hein, ça s'appelle un ascendant coucou. Mais encore une fois, c'est pas un jugement de ma part par rapport à l'amour, parce que l'amour, ça se commande pas. On peut être très très amoureux d'un homme marié. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'inconscient. C'est pas le conscient. Dans le conscient, je suis attirée par un homme marié. Je ne vois que ça, c'est qu'il n'est pas libre. Mais vous comprenez bien que le fait qu'il soit pas libre, c'est quand même vachement pratique. Il y a un côté pratique, c'est que je vais toujours pas tromper mon père. Il n'y a aucun risque pour qu'il veuille se marier avec moi, il est déjà pris. Et puis, il n'y a aucun risque qu'il vienne dormir dans mon lit tous les soirs, il est déjà pris. Donc, il ne va pas me demander d'engagement, il est déjà pris. C'est quand même confortable dans ce qui vient derrière l'amour. Et donc, du coup, je suis toujours la femme de mon père, je m'appelle toujours comme lui. C'est futé de la part de mon intérêt inconscient. Vous voyez? Je trouve. Voilà. Donc, moi, et puis, c'est pas agréable la place d'une femme, d'une maîtresse. Hein. C'est jamais bien vu. Hein. C'est pas bien perçu, c'est pas valorisant. Mais parfois, c'est la solution qui est donnée pour ne pas trahir mon père. Et ça, c'est inconscient. Et ça s'appelle un Oedipe non réglé. Il est beau, mon papa, c'est quand même le plus beau de la terre. Je vais prendre un homme marié. Quitte à passer pour une femme pas bien. Alors, il y a une autre... qu'en est-il du couple non marié avec des enfants? C'est toujours un Oedipe non réglé. C'est toujours une non-sortie d'inceste.
Et encore une fois, le couple et la famille, c'est pas la même chose. Hein. La famille, c'est les enfants que nous avons faits ensemble. Et j'espère que la personne qui a posé cette question a laissé l'homme reconnaître ses enfants, qui s'appellent comme lui. Mais je ne peux pas épouser un autre homme que mon père. Donc, je ne vais pas prendre le nom d'un autre homme. Je veux bien faire des enfants parce que biologiquement, j'en ai besoin et envie aussi. Et parce que j'aime les enfants et parce que j'aime cet homme, j'ai envie des enfants avec lui. Enfin, tout ce qu'on peut avoir comme principe. Mais on n'est pas sorti de l'inceste. C'est très futé. Mon papa, il reste quand même toujours le plus beau de la Terre. Ma maman, elle reste quand même la plus belle de la Terre. J'ai fait couple avec quelqu'un d'autre, mais dès que ma maman sera libre, hop, c'est avec ma maman que j'irai. Évidemment, je badine, je me moque un peu, je caricature. Parce que ça, c'est quand on avait 4 ans. Mais vous voyez bien que quand on ne se marie pas et qu'on fait des enfants, c'est comme si on avait encore le choix. Il n'y a pas d'engagement qui est là. Donc, j'ai toujours le choix de m'en aller à tout moment pour rejoindre mon papa ou ma maman. Alors, il y a on va prendre encore, je pense qu'on va prendre 2 questions, si ça te va encore, Céline, et après, on clôturera. Parce je pense qu'on va pouvoir continuer encore longtemps. Même si ça ne me déplaît pas, au contraire, j'adore ce que tu dis, et c'est du vrai, et ça sent. Il y a vraiment beaucoup de vrai ce que tu dis, et c'est vraiment juste. Alors, au bout de 12 ans, mon compagnon est parti. Il est avec une femme depuis 7 mois. Il part, il revient. Il me l'a fait 4 fois. Là, il fait le jaloux car je vois un autre homme. Je ne comprends pas. Merci d'avance pour votre réponse. Le beurre, l'argent du beurre et la beurrette avec, ça le fait quand même. Hein. Si elle le laisse revenir, alors elle l'a pas dit, mais j'imagine que si elle le laisse revenir, c'est qu'il y a des enfants à la clé. Elle doit avoir des enfants avec. Et donc, elle doit avoir une forme de... Il y a 2 choses dans le comportement. Il y a l'homme donc qui veut pas lâcher ce qui est à lui, et donc qui veut garder la suprématie et le pouvoir sur son ex-femme, qui veut pas faire un choix vraiment. Il veut garder ce qu'il y avait avant et puis ce qu'il y a maintenant. Et puis il y a la femme qui d'un côté se dit il m'aime quand même. Donc ça nourrit la petite fille à l'intérieur d'elle. Parce que voilà, maman, je suis plus forte que maman. Mais mon papa, il revient et c'est moi qui choisis. Et d'ailleurs, si j'étais la thérapeute de cette dame, je travaillerais avec elle sur la notion de choix. Parce que, est-ce qu'elle a des parents divorcés? Et est-ce qu'elle voyait son père? Parce que, est-ce que son père a choisi de privilégier la relation avec ses enfants? Ou est-ce que son père a privilégié la relation avec sa nouvelle compagne? Et il y a forcément quelque chose de cet ordre-là derrière. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas reproduire quelque chose tout en étant contente que son mari ne la laisse pas quand même. C'est comme une petite fille, il l'abandonne pas complètement. Il a pas fait un vrai choix pour l'autre, donc il l'aime quand même. Et quand elle fait ça, elle a 4 ans. Hein. C'est pour ça que ça m'intéresserait de connaître l'histoire familiale de cette dame pour pouvoir lui répondre vraiment. Parce que sinon, ce serait une réponse hors contexte. Lui, il fait pas vraiment de choix, parce qu'elle doit être la mère de ses enfants, et puis parce qu'il veut le beurre, l'argent du beurre et la beurrette avec, et c'est très masculin, si je puis me permettre. C'est compliqué la rupture, hein, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc ta personne dit que non pas avec, il n'a pas d'enfant avec. Il n'a pas d'enfant. Et donc c'est lui l'enfant. C'est lui l'enfant et il est toujours attaché à sa maman. Et j'espère qu'elle m'entend, le faire un choix dans la vie, c'est engageant. Lâcher sa femme hein, pour aller avec une autre, c'est pas toujours bien perçu non plus. Ça veut dire qu'il doit faire un choix et que pour lui faire un choix, c'est compliqué. Et c'est au détriment de cette dame, elle doit souffrir.
C'est pas de l'amour en tout cas. Parce que si c'était de l'amour, il serait parti et il serait pas revenu. Alors, il y a une question aussi, c'est que penser d'un mari qui affirme que le couple peut vivre sans relation sexuelle et faire chambre à part? Ça, c'est pas possible. Ça s'appelle des amis ou des frères et sœurs, ou à la limite. Je peux infiniment aimer mon père, mais je ne peux pas coucher avec. Je peux infiniment aimer ma mère, mais je ne peux pas coucher avec. Et si l'interdit d'inceste a été posé dans la famille, je peux infiniment aimer mes frères et sœurs, mais je ne peux pas coucher avec non plus. Donc c'est très incestuel. La sexualité, c'est ce qui fait la rencontre de l'homme et de la femme. C'est la partie la plus sacrée du couple, en vérité. D'ailleurs, quand ça ne se passe pas bien sexuellement dans un couple, tout le monde le sait. Ça fait partie des enjeux du couple. Et je ne pense pas qu'il puisse y avoir couple. Dans la notion du couple, il peut y avoir un compagnonnage, il peut y avoir des amis, il peut y avoir des relations amicales. Mais dans la notion du couple, je ne vois pas pourquoi on ferait couple sans sexualité. Ça me paraît pas possible. C'est d'ailleurs pour ça, et si vous me le permettez, je vais terminer là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que le chemin est long ensemble. C'est pour ça qu'on commence par être amoureux, puis qu'on devient déçu. Parce que dans cette déception se révèlent toutes les attentes d'Hypienne. Tout ce que j'attendais de mon papa que j'ai pas eu, tout ce que j'attendais de ma maman que j'ai pas reçu, et que j'attends de mon conjoint et qu'il ne peut pas me donner parce que c'est pas son rôle. Et si je finis par accepter qu'en fait ce que j'ai là dans mon couple relève du sacré et que effectivement il n'est ni mon père ni ma mère, ça va se transformer en amour absolu. Et à un moment donné, le couple ne sera plus basé sur une sexualité consommatrice pour faire des enfants, mais deviendra un couple où la sexualité elle-même sera sacrée. Parce qu'on se connaîtra et qu'on fera attention à l'autre, dans le respect de l'autre, dans le plaisir de l'autre. Et on a une sexualité toute sa vie. Hein. Si vous allez dans les maisons de retraite, vous verrez que les personnes âgées ont une sexualité. Hein. Et c'est pas parce que l'homme a plus de difficultés qu'il n'y a pas d'autre moyen. Hein. La sexualité, elle existe à tous les âges. Hein. Mais elle existe à chaque fois à un autre niveau. Parce que le désir n'est pas le même, les attentes ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, et que ce qui va nous faire cheminer, c'est la révélation que l'autre me donne de moi-même à son contact. Il a l'art de révéler ce que j'ai de meilleur en moi. Et ça ne peut pas être un autre, c'est parce que c'est lui et c'est parce que c'est moi. Et ça, c'est unique. Je répète, hein, c'est parce que c'est lui et c'est parce que c'est moi. Et quand je suis en sa présence, même quand il n'est pas là d'ailleurs, il a l'art de révéler ce que j'ai de meilleur en moi, comme j'ai l'art de révéler ce qu'il a de meilleur en lui. Et c'est ça, pour moi, un couple sacré, dans le sens où c'est pas qu'il est sacré différent des autres, mais c'est parce que ce couple-là a accepté de faire le chemin, de se frotter à ces petits égos là qui dit oui mais quand même il range pas ses affaires, il laisse traîner son bol, il pue des pieds et puis il est pas sympa, il ronfle la nuit. Alors les ronfle la nuit, ça les soirées entre amis où j'entends il ronfle la nuit, il ronfle la nuit, ouais, c'est vachement grave. Hein. Pourvu qu'il ronfle longtemps, hein, ça prouve qu'il est vivant. Et voilà. Et les petites mesquineries du quotidien, petit à petit se peaufinent et deviennent des cadeaux parce que c'est lui et parce que c'est moi et parce que ce n'est pas possible avec quelqu'un d'autre. Voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur le couple. Je fais d'ailleurs un stage qui s'appelle Constellation et le couple là-dessus parce qu'il y aurait beaucoup à dire. J'ai été ravie de partager ça avec vous ce soir. J'espère que vous aurez encore beaucoup de questions et que j'aurai peut-être, qui sait, quelques réponses. À bientôt. Je te remercie beaucoup, Céline. C'était super de t'entendre sur le couple. Les gens, il y a eu beaucoup de messages aussi qui te remerciaient, que c'était super et tout, plein de choses. Donc voilà, je suis ravi que tu aies accepté de faire cette capsule avec nous. Et donc, je te laisse 2-3 mots de la fin si tu veux encore dire quelque chose, ou alors je clôturerai. Non,
Je vous souhaite vraiment beaucoup de réussite parce que vous êtes les gens qui sont là ne peuvent pas le savoir, mais ce qui vous motive est juste magnifique. Donc, je vous souhaite vraiment de réussir et puis vous pourrez toujours compter sur moi. Merci beaucoup. Merci Céline. Je vais prendre 5 minutes encore pour parler de supraconscience, pour dire comme quoi à la fin, la semaine prochaine, il y a une autre capsule qui arrive. Ce coup-ci, c'est avec Annick Brofman qui a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Brofman. C'est par rapport aux émotions, par rapport aux chakras, etc. Et tout ça dans le corps, comment les émotions circulent dans notre corps par rapport aux chakras, par rapport à l'Inde, etc. Donc, c'est la conscience des émotions. Donc, elle a aussi, elle partie là, une explication sur les émotions et les chakras. Et puis, à la fin, il fera une méditation pour rééquilibrer un peu tous les chakras qu'on a dans notre corps. Voilà. Donc, ce sera une capsule vers le réel conscience et émotion animée par Annick Brofman de la Fondation Brofman le 4 février 2021 à 20h. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci Céline. Merci à tout le monde aussi d'avoir été là. Et puis, on espère que ça vous a plu. Le replay sera disponible sur Facebook et sur YouTube. Et puis voilà, il est partageable, regardable. Et les questions sont toujours normalement disponibles à l'écoute en tout cas. Voilà. Merci à vous tous. Merci à tous et bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.